Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Olivier Grondeau est libre, annonce d'Emmanuel Macron il y a quelques instants sur X. Le Français était détenu en Iran depuis 2022, accusé d'espionnage par le régime de Téhéran. En décembre dernier, lors du seul appel téléphonique hebdomadaire auquel il avait droit du fond de sa prison, il avait livré toute sa détresse à sa famille. Je m'appelle Olivier. Je suis retenu en otage depuis 2 ans et 3 mois par le gouvernement iranien. Je prends ma parole depuis ma cellule. Je suis innocent. Dans ma situation, prendre la parole, c'est prendre un risque. Mais il y a risque, donc il y a espoir. Et il m'en reste très peu. Je suis vraiment très fatigué. William Molinier du service police-justice d'Europe 1 est avec nous. William, c'est une information Europe 1. Olivier Grondeau est sur le sol français depuis lundi. Oui, il a retrouvé ses proches, annonce Emmanuel Macron, qui ne donne pas de détails sur les conditions de sa libération. Selon les informations d'Europe 1, Olivier Grondeau, 35 ans, est arrivé lundi soir à l'aéroport du Bourget où il a pu retrouver sa famille. Peu avant, il avait été pris en charge par les services consulaires de l'ambassade de France à Téhéran. Les négociations se sont accélérées récemment. Il sera resté 2 ans et demi en captivité dans les geôles iraniennes. Il avait été arrêté le 12 octobre 2022 dans une auberge de jeunesse dans le sud-ouest du pays, accusé d'espionnage. Il a été condamné en février 2024 à 5 ans de prison. 2 autres ressortissants français sont toujours entre les mains du régime des Mollahs. Il s'agit de Cécile Colère et de Jacques Paris, 2 derniers otages français à Téhéran. Fin janvier, les familles avaient été reçues par Emmanuel Macron à l'Élysée, qui les avait rassurés sans pour autant leur donner d'échéance de libération. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. La guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky prêt à un arrêt des frappes sur les infrastructures. Sauf que pendant les négociations, elles continuent. Moscou affirme avoir détruit plus d'une centaine de drones ukrainiens au-dessus de son territoire cette nuit. Le président Volodymyr Zelensky, satisfait de son échange téléphonique avec Donald Trump, le président ukrainien d'accord pour céder le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia aux Américains. Point presse dans la foulée et, surprise, nouveau coup de fil. Volodymyr Zelensky interrompu par un appel d'Emmanuel Macron. Entre les deux dirigeants, la connexion est totale. Je lui parle au moins une fois par jour, dit-il, à propos du chef de l'État, le président ukrainien qui annonce sa venue en France la semaine prochaine. Emmanuel Macron et les 26 autres dirigeants européens qui vont se retrouver à Bruxelles aujourd'hui pour un conseil extraordinaire. Et surtout ne pas rester à faune au moment où se joue l'avenir de l'Ukraine, faire entendre la voix des Européens, s'inviter à la table des futures négociations de paix. Arthur Delaborde. Mis hors jeu par Washington et Moscou, les Européens assistent impuissants aux négociations sur un cessez-le-feu en Ukraine, faute d'accord sur des garanties de sécurité. Pour tenter de peser, les 27 semblent désormais tout miser sur le soutien militaire à Kiev. De nouvelles livraisons d'armes devraient d'ailleurs être annoncées aujourd'hui à Bruxelles. Mais comment maintenir l'aide à l'Ukraine dans la durée alors qu'une cessation des hostilités se dessine ? Cette question stratégique majeure sera au cœur des discussions entre chefs d'État au moment où la Russie semble amorcer un tournant diplomatique. Comme préalable à la paix, Moscou n'exige plus désormais la démilitarisation de l'Ukraine, mais la fin de son réarmement par les Occidentaux. De quoi placer les Européens face à un dilemme. En cas de refus, il sera difficile pour eux de contrer la rhétorique, les présentant comme partisans de la continuité de la guerre, ce qui devrait encore réduire leur influence sur les négociations de paix. À l'inverse, la fin de l'aide européenne ne manquerait pas d'être interprétée comme un abandon de l'Ukraine et conduirait inévitablement à sa capitulation. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Réarmer l'Europe, réarmer la France. On va parler missiles, munitions et gros sous aujourd'hui à Bercy. Autour de la table, les ministres de l'économie et des armées, les industriels de l'armement, sans oublier les investisseurs, bien sûr. Objectif, trouver de l'argent pour développer la filière. Et en matière de financement, Baptiste Morin, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Oui, les grands groupes comme Dassault, Thales ou MBDA ne rencontrent aucune difficulté pour se financer. À l'heure actuelle, les 6 plus grandes banques françaises ont d'ailleurs engagé 37 milliards d'euros dans les entreprises de la défense. Ce n'est pas rien, mais la situation est plus compliquée pour les PME de la défense. Celles-ci présentent des taux de rentabilité plus faibles et des niveaux d'endettement plus élevés que dans les autres secteurs. Or, ces PME sont l'essentiel de la base industrielle de défense française. Leur problème, c'est un manque de fonds propres, un manque de capitaux. En cause les fonds d'investissement qui boudent le secteur car les critères de finance durable ont tendance
à exclure les placements dans la défense au même titre que les placements dans les hydrocarbures ou pendant un temps dans le nucléaire. C'est un des enjeux de la réunion de ce matin, revoir cette doctrine européenne pour libérer le financement de la défense. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. La Banque publique d'investissement qui va lancer un nouveau fonds de 450 millions d'euros. Les Français pourront investir sur le long terme à un montant minimum de 500 €, annonce il y a quelques minutes du ministre de l'économie, Éric Lombard. Voilà, fonds destiné donc au financement de la défense française. Une seule ligne, la fermeté face à l'entrisme islamiste partout, y compris dans le sport. François Bayrou a mis fin à la cacophonie ministérielle. D'un côté, Marie Barsac et Elisabeth Borne, pas convaincus par la future loi sur l'interdiction du voile dans le sport. De l'autre, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, très favorables au contraire. Le Premier ministre a donc tapé du poing sur la table et fixé le cap, Alexandre Chauveau. En s'opposant à l'interdiction du voile dans le sport, soutenant par là même la ministre des Sports Marie Barzac, Elisabeth Borne a alimenté une crise au sein du gouvernement. Bruno Retailleau. Les frères musulmans, ils veulent qu'un jour tout bascule et que la charia s'applique sur notre territoire. Et l'entrisme, c'est d'abord les clubs de sport. Puis Gérald Darmanin. On ne peut pas accepter la moindre commandement avec le communautarisme. Se sont opposés publiquement à la ministre de l'Éducation nationale, au point de pousser François Bayrou à recadrer Elisabeth Borne lors d'une réunion mardi à Matignon. Une polyphonie gouvernementale que légitime la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Nous ne renoncerons pas ni à nos convictions ni à ce que nous sommes. Et par conséquent, il est logique que sur des situations ou des points politiques, des voix s'expriment avec des nuances. Mais une fois que l'arbitrage a été fait par le Premier ministre, nous le suivons. Et cela n'empêche pas les critiques de la droite à l'encontre d'Elisabeth Borne, accusée de naïveté au sujet de l'entrisme islamiste. Hier, Jordan Bardella a quant à lui plaidé pour élargir l'interdiction du voile aux bâtiments publics et à l'université, avant, à terme, de l'interdire dans la rue. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Le football sous pression. Europe 1 vous a révélé hier que le match de Ligue 1 Angers-Monaco a bien été interrompu pour permettre aux joueurs de rompre le jeûne du Ramadan. Anormal pour 78% des Français. Sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. Le football toujours sur le terrain avec Croatie-France et ce soir à Split, quart de finale aller de la Ligue des Nations. Et on guette avec impatience le duo d'attaque Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, deux joueurs très en forme au meilleur moment, Cyril de la Morinerie. Oui, à Split, en Croatie, Kylian Mbappé affiche un large sourire. Le capitaine de l'équipe de France laisse derrière lui une période trouble et semble vouloir rattraper le temps perdu. Kylian Mbappé, en grande forme avec le Real Madrid, devrait être associé en attaque à son ami Ousmane Dembélé ce soir. Depuis le début de l'année, le Madrilène a inscrit 17 buts, toutes compétitions confondues. Quant au virevoltant parisien, il en est à 22 réalisations. Avec Dembélé, l'équipe de France est très forte, estime Kylian Mbappé. Ousmane, c'est une arme vraiment importante pour nous permettre d'accomplir nos objectifs. Donc on va essayer de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse réaliser ce qu'il fait en club ici aussi. Parce que si on a un Ousmane qui est aussi bon qu'au PSG, on va gagner des matchs. Sans oublier Barcola, Kolo Muani et le petit nouveau Désiré Doué, la révélation cette saison au PSG. Cette équipe de France très séduisante affronte une formation croate vieillissante. La Croatie, emmenée par le Ballon d'Or Luka Modric, 39 ans, a été éliminée dès le premier tour du dernier championnat d'Europe. Cyril de la Morinerie, Croatie-France, quart de finale aller de la Ligue des Nations, c'est ce soir à 20h45. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.